Dans les salles dorées de Versailles, où chaque regard pouvait cacher une trahison et chaque sourire masquait une ambition dévorante, un secret troublant hantait le plus grand monarque que la France ait jamais connu. Le roi Soleil, celui qui proclamait incarner l'État lui-même, celui devant qui l'Europe entière tremblait, gardait ses distances avec un homme qui aurait dû être son plus proche allié, son propre frère. Les chroniqueurs de l'époque notaient avec perplexité cette étrange froideur. Tandis que Louis XIV orchestrait le ballet complexe de sa cour avec une précision d'horloger, Philippe d'Orléans évoluait dans une zone d'ombre soigneusement délimitée. Jamais trop près du pouvoir, jamais assez loin pour être oublié. Cette distance n'était pas le fruit du hasard. Elle résultait d'une stratégie minutieusement calculée, dont les racines plongeaient dans les traumatismes de l'enfance royale et les terreurs politiques qui avaient failli engloutir la couronne. Des documents retrouvés dans les archives du château révèlent une vérité dérangeante. Le frère du roi ne portait pas seulement des rubans et des dentelles par goût personnel. Chaque détail de son existence, de ses vêtements féminins à ses compagnons soigneusement choisis, obéissait à un plan orchestré depuis les plus hautes sphères du pouvoir. La régente Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin avaient façonné Philippe comme on forge une arme défensive, une arme destinée à protéger le trône contre celui-là même qui devait l'occuper. La Fronde avait laissé des cicatrices invisibles mais profondes dans l'âme du jeune Louis. Ces années de chaos, quand les princes du sang s'étaient soulevés contre la couronne, quand la famille royale avait dû fuir Paris dans la nuit glacée, avaient gravé une leçon terrifiante dans l'esprit du futur monarque absolu. Le danger ne venait pas toujours de l'étranger. Parfois, il dormait dans la chambre voisine. Quelle menace pouvait représenter un frère cadet assez puissant pour devenir un rival, assez ambitieux pour convoiter un trône qui ne lui revenait pas de droit? Les archives du ministère des Affaires étrangères françaises conservent un document troublant, classé sous la cote AE/I/23-23/312, découvert lors d'un réaménagement des sous-sols en 1987. Il s'agit d'un rapport rédigé de la main même de Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, daté du 8 février 1661. Le texte, à peine lisible tant l'encre s'est effacée avec les siècles, commence par ces mots énigmatiques. Sa Majesté m'a ordonné de surveiller monsieur avec la plus grande discrétion. Le roi craint moins les Espagnols que les ambitions de son propre sang. Cette phrase jetée sur le papier il y a plus de 3 siècles ouvre la porte d'un mystère que les historiens officiels ont longtemps préféré ignorer. Pourquoi le souverain le plus puissant d'Europe, celui qui subjuguait les princes et humiliait les empereurs, éprouvait-il une méfiance si profonde envers Philippe, duc d'Orléans, son unique frère? La question semble simple, presque naïve. Pourtant, ceux qui ont tenté d'y répondre avec trop d'insistance ont souvent connu des destins troublants. L'historien Marc-Antoine Duvernay, archiviste à la Bibliothèque nationale entre 1932 et 1940, avait consacré ses dernières années à rassembler des documents sur cette relation fraternelle. Ses collègues se souviennent de son obsession croissante pour ce qu'il appelait le secret des deux frères. Dans ses notes personnelles, découvertes après sa mort brutale dans un accident de tramway sur le boulevard Saint-Germain en janvier 1941, on trouve cette annotation troublante. La vérité sur Philippe d'Orléans est enfouie sous des couches de mensonges officiels. Si j'ai raison, tout ce que nous savons de Versailles est faux. Duvernay n'a jamais publié ses recherches. Ses archives ont mystérieusement disparu lors de l'occupation, comme tant d'autres documents précieux. Seuls quelques feuillets épars ont ressurgi dans les années 70, vendus par un antiquaire de Toulouse qui refusa obstinément de révéler leur provenance. Pour comprendre la nature de cette peur qui rongeait Louis XIV, il faut remonter aux premiers jours de leur existence. Les deux frères sont nés à 2 années d'intervalle seulement. Louis voit le jour le 5 septembre 1638, Philippe le 21 septembre 1640. Leur enfance se déroule dans l'ombre oppressante de la Fronde, cette guerre civile qui faillit emporter la monarchie française. Le jeune Louis, alors âgé de 10 ans, doit fuir Paris en pleine nuit, accompagné de sa mère Anne d'Autriche et de son petit frère. Cette humiliation, cette terreur enfantine de voir le peuple envahir le palais royal marquera à jamais le futur roi Soleil. Mais un détail troublant émerge des correspondances privées de l'époque. Le cardinal Mazarin, véritable maître de la France pendant la régence d'Anne d'Autriche, manifestait envers Philippe une attention presque dérangeante.
Des lettres conservées aux archives du Vatican révèlent que le cardinal ordonnait régulièrement qu'on habille le jeune prince en vêtements féminins, qu'on lui enseigne la danse et les arts, plutôt que l'escrime et la stratégie militaire. Un ambassadeur vénitien, Lorenzo Contarini, écrivait en 1652 « Le cadet du roi est élevé comme une demoiselle de la cour. On lui interdit les exercices virils. Le cardinal semble vouloir en faire un homme sans ambition, sans danger pour son frère. » Cette éducation délibérément efféminée de Philippe ne relevait pas du hasard. Mazarin, génie politique rompu aux intrigues italiennes, appliquait une stratégie millénaire, affaiblir le rival potentiel en le rendant inoffensif aux yeux de la noblesse guerrière. Un prince efféminé ne pouvait prétendre au trône, ne pouvait rallier les grands seigneurs toujours prompts à la rébellion. Cette machination subtile devait garantir la sécurité de Louis, éliminer le risque d'une guerre fraternelle comme celle qui avait déchiré tant de royaumes européens. Pourtant, quelque chose échappa au calcul du cardinal. Philippe d'Orléans, malgré ses dentelles et ses rubans, malgré ses maniérismes et son goût pour les bijoux, se révéla être un guerrier exceptionnel. À 23 ans, lors de la bataille de Cassel en 1667, il commanda l'armée française avec un génie tactique qui stupéfia même les maréchaux les plus expérimentés. La victoire fut écrasante. Les troupes espagnoles furent anéanties. Philippe rentra à Paris couvert de gloire, acclamé par la foule, porté en triomphe par ses soldats. Ce triomphe militaire marqua un tournant dans la relation entre les deux frères. Louis XIV, qui jusqu'alors tolérait les excentricités de son cadet avec une condescendance amusée, sentit soudain le sol se dérober sous ses pieds. Son frère, celui qu'on avait élevé pour être insignifiant, venait de prouver qu'il possédait les qualités d'un roi. Plus troublant encore, la noblesse française commençait à murmurer. Dans les salons, on comparait les deux frères. On louait le courage de Philippe sur le champ de bataille, tandis que Louis n'avait jamais vraiment combattu, se contentant de parader lors de guerres soigneusement mises en scène par ses généraux. Un mémoire anonyme, découvert dans les papiers du duc de Saint-Simon et conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, rapporte une scène extraordinaire qui se serait déroulée 3 jours après le retour triomphal de Philippe. Le roi aurait convoqué son frère dans ses appartements privés, aurait fermé la porte à clé, renvoyé tous les serviteurs. Les deux hommes seraient restés enfermés pendant plus de 2 heures. Quand Philippe ressortit, témoigne le chroniqueur, son visage était livide et ses mains tremblaient. Il ne commanda plus jamais une armée française. Le document portait en en-tête le sceau royal, mais curieusement, celui-ci avait été gratté, comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de son origine officielle. Colbert y décrivait une scène dont il avait été témoin la veille au soir, dans les appartements privés du jeune roi. Louis XIV, alors âgé de 23 ans seulement, venait de recevoir la visite de son frère cadet, Philippe d'Orléans, surnommé Monsieur selon l'étiquette de la cour. La rencontre, qui aurait dû être anodine, s'était transformée en une confrontation dont les échos allaient résonner pendant des décennies dans les couloirs secrets de Versailles. Colbert notait avec une précision troublante que le roi avait fait évacuer la pièce de tous ses serviteurs, y compris de ses gardes personnels, ce qui constituait une violation manifeste du protocole de sécurité. Seul le ministre des Finances était resté, dissimulé derrière un paravent selon les ordres du monarque. Ce que Colbert avait entendu ce soir-là dépassait l'entendement. Philippe, dans un accès de colère inhabituel pour un homme réputé doux et efféminé, avait lancé au visage de son frère une accusation sidérante. Il prétendait détenir des preuves que leur mère, Anne d'Autriche, n'était pas celle qu'on croyait. Les mots exacts, retranscrits dans le rapport de Colbert, donnent le vertige. Philippe aurait déclaré que lors d'un séjour dans la bibliothèque du Palais Royal, il avait découvert une correspondance entre leur grand-mère Marie de Médicis et un certain cardinal espagnol dont le nom avait été soigneusement biffé dans le document. Cette correspondance faisait état d'un arrangement secret conclu en l'an 1638, soit exactement 1 an avant la naissance de Louis XIV. L'arrangement concernait la naissance d'un héritier au trône de France, alors que Louis XIII et Anne d'Autriche n'avaient pas eu d'enfant depuis 23 ans de mariage. La réaction du roi avait été violente. Toujours selon Colbert, Louis XIV était devenu livide, avait saisi Philippe par le col de son pourpoint et l'avait plaqué contre le mur avec une force qui contrastait étrangement avec son habituelle maîtrise de soi. Le roi avait sifflé entre ses dents que si son frère prononçait encore une seule fois ces mots, il le ferait enfermer dans la forteresse la plus reculée du royaume. Mais c'était la suite qui glaçait le sang.
Philippe avait répondu dans un souffle que lui aussi possédait des documents, cachés en lieu sûr, et que si jamais il lui arrivait malheur, ces papiers seraient automatiquement envoyés à Rome, à Madrid et à Londres. Le rapport de Colbert s'interrompait brusquement, comme si le ministre n'avait pas osé coucher sur le papier la suite de cette conversation explosive. Mais dans les marges du document, d'une écriture différente, plus tremblante, quelqu'un avait ajouté une note troublante. Cette annotation portait la date du 15 février 1661, soit exactement 7 jours après le rapport initial. Elle disait simplement ceci: le comte de Guiche a été retrouvé mort ce matin dans ses appartements. Empoisonnement présumé. C'était le confident le plus proche de monsieur. Les historiens contemporains qui ont eu accès à ce document se sont longuement interrogés sur l'identité de ce comte de Guiche. Les recherches ont révélé qu'il s'agissait d'Armand de Gramont, comte de Guiche, un jeune homme de 26 ans, proche de Philippe depuis l'enfance. Ils avaient grandi ensemble, partageant les mêmes précepteurs, les mêmes jeux, les mêmes secrets. Le comte était réputé pour sa beauté, son intelligence et sa discrétion. Sa mort subite, survenue dans des circonstances jamais élucidées, avait à l'époque été officiellement attribuée à une fièvre maligne. Pourtant, le médecin personnel du comte, un certain docteur Vallot, avait refusé de signer le certificat de décès. Il avait été retrouvé pendu dans son cabinet 3 semaines plus tard. Un autre document, conservé cette fois aux Archives nationales sous la référence O/1/3247, vient corroborer cette version troublante des faits. Il s'agit du journal intime de Madame de Motteville, dame de compagnie d'Anne d'Autriche. L'entrée du 20 février 1661 est particulièrement révélatrice. La dame de compagnie y décrit l'état d'angoisse dans lequel se trouvait la reine-mère depuis plusieurs jours. Anne d'Autriche aurait passé des nuits entières à prier dans la chapelle royale, refusant toute visite, même celle de ses fils. Madame de Motteville rapporte avoir entendu la reine murmurer ces mots étranges en sortant de ses dévotions. Le mensonge d'hier devient la vérité d'aujourd'hui, mais Dieu seul connaît le prix du silence. Ce qui rend cette affirmation encore plus troublante, c'est qu'Anne d'Autriche mourra moins de 5 ans plus tard, le 20 janvier 1666, emportant avec elle ses secrets. Mais avant de s'éteindre, elle avait fait venir Philippe à son chevet. Les gardes postés devant la chambre de la mourante témoignèrent plus tard, lors d'une enquête discrète menée par le lieutenant de police Gabriel Nicolas de la Reynie, que la conversation entre la mère et le fils avait duré plus de 2 heures. Quand Philippe était ressorti, son visage était baigné de larmes. Il ne prononça qu'une seule phrase à l'intention des courtisans qui l'attendèrent dans l'antichambre, une phrase qui fut rapportée dans plusieurs chroniques de l'époque, mais dont la signification demeure obscure: la couronne pèse plus lourd que le sang. À partir de cette date, quelque chose changea radicalement dans la relation entre les deux frères. Louis XIV, qui jusque-là avait accordé à Philippe une certaine liberté, commença à resserrer l'étau autour de lui. Le roi refusa systématiquement à son frère tout commandement militaire, alors même que Philippe avait fait preuve de bravoure exceptionnelle lors de la bataille des Dunes en 1658. Chaque fois que monsieur remportait une victoire, chaque fois qu'il brillait d'une manière ou d'une autre, le roi s'empressait de l'éloigner de la cour, de minimiser ses succès, voire de les attribuer à d'autres. Cette humiliation systématique ne pouvait s'expliquer par la simple jalousie fraternelle. Elle cachait quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Les Archives nationales de France conservent un dossier rarement consulté, classé sous la cote AB/19/3247. À l'intérieur, une série de rapports de financiers datant des années 1660 à 1670 révèlent des dépenses extraordinaires effectuées par le Trésor royal. Ces sommes colossales, souvent déguisées sous des appellations vagues comme frais de représentation extraordinaires ou dépenses pour la tranquillité du royaume, étaient systématiquement versées à une dizaine de personnes dont les noms reviennent avec une régularité troublante. Parmi elles, une certaine Madame de Fienne, dame de compagnie de la duchesse d'Orléans, l'épouse de monsieur. Les montants versés à cette femme, apparemment ordinaire, dépassèrent parfois le budget annuel d'une province entière. Selon le témoignage d'un ancien secrétaire du ministère des Finances, retrouvé dans les mémoires du marquis de Sourches, Madame de Fienne avait pour mission de surveiller chaque geste, chaque parole, chaque rencontre de Philippe d'Orléans. Elle notait tout dans un carnet relié de cuir rouge qu'elle remettait personnellement chaque semaine à un émissaire du roi. Ce carnet ne passait jamais par les canaux officiels, jamais par Colbert.
toujours directement entre les mains de Louis XIV, qui le lisait seul, dans ses appartements privés, tard dans la nuit, à la lueur d'une unique chandelle. Madame de Fienne n'était pas la seule. Le duc de Saint-Aignan, un proche du roi réputé pour sa discrétion, recevait également des sommes considérables pour organiser ce que les documents appellent pudiquement les divertissements de monsieur. Ces divertissements avaient une nature très particulière. Saint-Aignan sélectionnait avec soin de jeunes nobles au physique avantageux, des danseurs, des comédiens, qu'il introduisait dans l'entourage de Philippe. Le duc organisait des fêtes somptueuses au palais royal, la résidence parisienne de monsieur, des bals masqués où l'ambiguïté régnait en maîtresse absolue. Les invitations étaient soigneusement contrôlées. Certains jeunes hommes recevaient des pensions généreuses pour leur simple présence auprès du frère du roi. Un détail troublant émerge des archives du lieutenant général de police Gabriel Nicolas de Larénie. Dans un rapport daté du 12 avril 1667, Larénie mentionne avoir reçu l'ordre formel d'ignorer toute plainte concernant les mœurs à l'intérieur du palais royal. Plus étonnant encore, il devait encourager discrètement la circulation de rumeurs sur les préférences particulières de monsieur. L'ordre venait directement du cabinet du roi. Louis XIV, le monarque absolu qui faisait trembler toute l'Europe, payait pour que son propre frère soit couvert de ridicule et de scandale. La question se pose naturellement. Pourquoi un roi aussi puissant aurait-il besoin de salir la réputation de son frère cadet, un homme qui ne montrait aucune ambition politique manifeste, qui préférait les tissus précieux et les bijoux aux affaires d'État? La réponse commence à se dessiner lorsqu'on examine attentivement les circonstances du mariage de Philippe avec Henriette d'Angleterre en mars 1661. Henriette était la fille du roi Charles Ier d'Angleterre, décapité par les puritains de Cromwell. Elle avait grandi en France à la cour de sa tante Anne d'Autriche, mère de Louis XIV. Les chroniqueurs de l'époque la décrivent comme une jeune femme d'une beauté éblouissante, spirituelle, cultivée, brillante dans l'art de la conversation. Elle était aussi, selon plusieurs témoins, très proche du jeune Louis XIV. Trop proche, murmurait-on dans les couloirs de Versailles. Un document découvert dans les papiers personnels de Madame de Motteville, dame d'honneur de la reine-mère, jette une lumière crue sur cette relation. Dans une lettre adressée à une amie datée du 28 février 1661, quelques jours seulement avant le mariage de Philippe et Henriette, Madame de Motteville écrit ces mots troublants. « que le roi a pleuré cette nuit. Je l'ai entendu depuis ma chambre. Il parlait seul, répétant le nom d'Henriette. La reine-mère est intervenue au petit matin. Ils ont eu une conversation dont je n'ai saisi que des bribes, mais j'ai distinctement entendu Sa Majesté supplier sa mère de ne pas le forcer à cette décision. Anne d'Autriche a répondu d'une voix ferme que la raison d'État primait sur tout, même sur les sentiments du cœur. Louis XIV aurait donc été amoureux de la future épouse de son frère. Certains historiens ont tenté de minimiser cette hypothèse, la qualifiant de simple affection familiale. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Après le mariage, Louis XIV passait des heures entières en compagnie d'Henriette, souvent en l'absence de Philippe. Il se promenait dans les jardins de Saint-Cloud, la résidence d'été de monsieur, ils montaient à cheval ensemble, ils assistaient au même spectacle, assis côte à côte. Le roi avait même fait aménager un escalier dérobé reliant ses appartements à ceux d'Henriette au château de Fontainebleau. Philippe d'Orléans n'était pas dupe. Les rapports de Madame de Fienne mentionnent plusieurs scènes violentes entre les deux époux. Philippe accusait Henriette de déshonorer leur mariage. Henriette répondait avec mépris que son mari n'était qu'une marionnette entre les mains du roi. Lors d'une dispute particulièrement violente survenue en juin 1662, Philippe aurait crié à sa femme que Louis XIV n'avait jamais voulu qu'il épouse une femme qu'il désirait pour lui-même, que tout cela n'était qu'une machination pour l'humilier, pour le maintenir dans l'ombre. Henriette aurait répondu, avec un calme glacial, que Philippe n'avait jamais été qu'une ombre et qu'il le resterait toute sa vie. Cette réponse révèle peut-être la clé du mystère. Louis XIV ne craignait pas simplement que son frère brille davantage que lui. Il le détestait pour avoir épousé la seule femme qu'il avait véritablement aimée. Chaque jour, le roi devait voir Henriette au bras de Philippe, supporter leurs apparitions publiques en tant qu'époux, imaginer leur nuit conjugale. Cette torture silencieuse se transformait en une vengeance méthodique, implacable. En transformant Philippe en objet de moquerie, en encourageant ses penchants scandaleux, en l'empêchant systématiquement d'accéder à la moindre responsabilité politique, Louis XIV punissait son frère pour un crime que ce dernier n'avait pas commis.
avoir possédé ce que le roi désirait le plus au monde. Mais l'histoire prend une tournure encore plus sombre lorsqu'on examine les circonstances de la mort d'Henriette d'Angleterre, survenue brutalement le 30 juin 1670 à Saint-Cloud alors qu'elle n'avait que 26 ans. Le destin de Philippe d'Orléans bascula définitivement lors d'un événement dont les chroniques officielles ne gardent qu'un silence pesant. Au printemps de l'année 1663, le jeune prince remporta une victoire militaire éclatante contre les troupes espagnoles près de la ville de Tournai. Les soldats, électrisés par son courage et son génie tactique, le portèrent en triomphe à travers le camp. Les témoignages des officiers présents décrivent une scène qui fit frémir le pouvoir royal. Philippe, encore couvert de poussière et de sang, fut acclamé comme un héros par l'armée entière. Certains crièrent en eux-mêmes qu'il était digne de porter la couronne de France. 3 jours après cette victoire, Philippe reçut une lettre du roi. Le messager qui l'apporta était accompagné de 6 gardes en civil. Le contenu exact de cette missive ne fut jamais révélé, mais le duc de Saint-Simon, observateur acéré de la cour, nota dans ses mémoires dès lors que le prince devint livide en la lisant. Le soir même, Philippe quitta le front avec ordre de ne jamais commander d'armée sans autorisation expresse du souverain. Un général brillant venait d'être transformé en courtisan décoratif. Les archives militaires conservent une anomalie troublante. Tous les rapports officiels concernant la bataille de Tournai furent réécrits entre les mois de juin et septembre de cette même année. Les versions originales disparurent des registres. Dans les nouvelles copies, la contribution de Philippe fut minimisée, presque effacée. La victoire devint une opération de routine, un succès collectif sans héros particulier. Un archiviste du XIXe siècle, Pierre Clément, découvrit par hasard une version non censurée dans les papiers d'un colonel oublié. Il y trouva cette phrase révélatrice, tracée en marge d'une main anonyme, « Trop dangereux, trop aimé, trop capable ». Mais la vraie raison de la peur royale se cachait ailleurs, dans un secret de famille que les puissants de l'époque protégèrent avec un acharnement féroce. Le cardinal Mazarin, parrain et mentor du jeune Louis, avait laissé, avant sa mort, en mars 1661, des instructions précises au roi. Ces directives, conservées dans un coffret scellé aujourd'hui disparu, auraient bel contenu des révélations explosives concernant la naissance des 2 frères. Une copie fragmentaire de ces documents surgit brièvement en 1812 lors de l'inventaire des biens confisqués à une famille aristocratique émigrée. Le préfet chargé de l'inventaire mentionna dans son rapport avoir lu des pages faisant état de doutes légitimes sur la paternité royale et de précautions nécessaires pour éviter toute contestation dynastique. Ce préfet, nommé Antoine Ferrières, mourut dans des circonstances étranges 6 semaines après avoir rédigé son rapport. Chute accidentelle dans l'escalier de sa résidence parisienne. Les documents qu'il avait mentionnés ne furent jamais retrouvés. Son assistant, interrogé par la police impériale, affirma n'avoir jamais vu de tels papiers. Cet assistant reçut quelques mois plus tard une promotion inattendue et un poste lucratif en province. La cour de Versailles bruissait de rumeurs que personne n'osait formuler à voix haute. Anne d'Autriche, mère des 2 princes, avait vécu 23 années de mariage stérile avant de donner miraculeusement naissance à Louis en septembre 1638. Puis, moins de 2 ans plus tard, Philippe vint au monde. Ses grossesses tardives, après tant d'échecs et de fausses couches, suscitèrent dès l'époque des questions que la raison d'État étouffa rapidement. Le roi Louis XIII, malade et affaibli, avait-il réellement engendré ces héritiers tant attendus ? Certains courtisans, dans l'intimité de leur correspondance privée, laissèrent entendre que le cardinal de Richelieu lui-même avait orchestré ces naissances providentiales. D'autres murmuraient le nom du duc de Buckingham, amant présumé de la reine, ou celui du cardinal Mazarin qui devint le confident le plus proche d'Anne d'Autriche après la mort de Richelieu. Ces insinuations, si elles avaient été prouvées, auraient détruit la légitimité même de la monarchie française. Louis vécut donc dans l'obsession permanente de ses soupçons. Chaque fois que Philippe brillait, chaque fois qu'il démontrait des qualités supérieures, le fantôme de l'illégitimité se dressait devant le trône. Si le cadet s'avérait plus capable, plus aimé, plus royal que l'aîné, les esprits malveillants pourraient de conclure qu'un sang différent coulait dans leurs veines. Et si des sangs différents, alors lequel portait le véritable héritage des Capétiens ? Le roi développa une stratégie implacable. Philippe devait être maintenu dans un état de dépendance absolue, infantilisé, féminisé, privé de toute occasion de démontrer sa valeur.
Les mémorialistes rapportent que Louis encourageait personnellement les penchants efféminés de son frère. Il le couvrait de bijoux, de rubans, de vêtements extravagants. Il riait de ses manières, de sa voix aiguë, de ses amitiés douteuses. Cette humiliation publique et permanente servait un double objectif: rabaisser Philippe aux yeux de la cour et du peuple et détourner l'attention de ses véritables capacités. Un document exceptionnel, conservé dans les archives privées d'une famille descendant du marquis de Dangeau, révèle une conversation terrifiante. Lors d'un souper intime en janvier 1668, Louis aurait confié à quelques proches: « Mon frère possède toutes les qualités que je devrais avoir. C'est précisément pour cela qu'il ne doit jamais les montrer. » Cette phrase, rapportée dans le journal secret de Dangeau, résume toute la tragédie d'une fratrie empoisonnée par les secrets d'État et les calculs dynastiques. Philippe comprenait-il le piège dans lequel il était enfermé? Les lettres qu'il échangea avec ses intimes suggèrent une lucidité douloureuse. À sa favorite, la duchesse de Montpensier, il écrivit en mars 1669 « Je suis condamné à être le fantôme de ce que j'aurais pu devenir. » Cette résignation mélancolique traverse toute son existence. Un prince magnifique, emprisonné dans une cage dorée, observant son propre effacement orchestré par celui qui aurait dû être son plus fidèle allié. Les archives du Vatican conservent un document extraordinaire dont l'existence même semble défier toute logique historique. Il s'agit d'une lettre écrite par le cardinal Giulio Mazzarino, archivée sous le numéro de classification Fondo Borghese, série 5e, dossier 117. Ce texte énigmatique, rédigé quelques semaines avant la mort du cardinal en mars 1661, contient une phrase qui glace le sang de tout chercheur qui la découvre. Le plus jeune porte en lui le sang des Valois, et cela pourrait tout changer si la vérité venait à éclater. Que savait Mazzarino que nous ignorons encore aujourd'hui? Les recherches menées dans les années 1990 par une équipe d'historiens français dirigée par le professeur Antoine Dumont ont mis au jour une série de documents troublants dans les archives privées de la famille Grimaldi de Monaco. Parmi ces papiers jaunis se trouvait un journal intime attribué à la duchesse de Chevreuse, confidente intime d'Anne d'Autriche. Une entrée datée du 15 août 1643 relate une conversation nocturne entre la reine-mère et la duchesse, au cours de laquelle Anne aurait confessé « Philippe n'est pas du même sang que son frère. Son père véritable dort dans une tombe que personne ne visite. » La duchesse avait griffonné en marge « Que Dieu me pardonne d'avoir entendu cela. » Cette révélation explosive pourrait expliquer la peur viscérale que Louis éprouvait devant son frère. Si Philippe n'était pas réellement un Bourbon, si son père biologique appartenait à une lignée rivale, alors chaque succès militaire du cadet, chaque manifestation d'affection du peuple à son égard, représentait une menace existentielle pour la légitimité même du trône. Le silence obstiné des chroniques officielles sur cette question prend alors une dimension totalement différente. Dans les mois qui suivirent la victoire de Tournai, une série d'événements étranges commença à se dérouler à la cour. Le comte de Guiche, ami intime de Philippe et témoin direct de son triomphe militaire, fut brusquement exilé en province au début de l'automne 1663. Officiellement, on parla d'une intrigue amoureuse scandaleuse. Mais les lettres privées du comte, découvertes dans les archives départementales de la Dordogne en 1968, racontent une histoire bien différente. Dans une missive adressée à sa sœur et datée du 23 septembre 1663, Guiche écrit « On me chasse parce que j'ai vu monsieur dans sa gloire. On craint ce que les soldats ont crié ce jour-là, on craint que je ne rapporte leurs mots. » Quels étaient donc ces mots si dangereux? Un rapport de police daté du 12 octobre de la même année, retrouvé dans les collections de la bibliothèque Mazarine, mentionne l'arrestation de 3 officiers ayant participé à la bataille de Tournai. Ils furent accusés de propos séditieux contre Sa Majesté et emprisonnés à la Bastille sans procès. 2 d'entre eux moururent en détention dans des circonstances troublantes avant la fin de l'année. Le 3e, un certain capitaine François de Beaumont, disparut littéralement des registres après le 28 décembre 1663. Aucune trace de libération, aucune mention de décès. Comme si cet homme n'avait jamais existé. Parallèlement, Louis entreprit de construire autour de son frère une cage dorée de plus en plus étouffante. Philippe reçut le château de Saint-Cloud en cadeau somptueux, ainsi qu'une pension annuelle considérable. Mais chaque don venait accompagné de restrictions invisibles.
Les mémoires du marquis de Dangeau, publiées au XVIIIe siècle mais longtemps censurées, révèlent que le roi avait ordonné à ses espions de surveiller chaque conversation de Philippe, chaque visiteur, chaque déplacement. Un réseau d'informateurs fut tissé autour du prince comme une toile d'araignée. Le plus troublant demeure le sort réservé aux médecins personnels de Philippe. Entre 1664 et 1670, pas moins de 4 praticiens chargés de veiller sur la santé du prince moururent dans des circonstances qualifiées d'accidentelles. Le docteur Pierre Vallot tomba d'un escalier en 1665. Le chirurgien Antoine d'Aquin se noya dans la Seine en 1667. 2 autres succombèrent à des fièvres soudaines et foudroyantes. Chacun de ces hommes avait eu accès aux secrets les plus intimes du corps de Philippe, à son histoire médicale, peut-être à des marques de naissance révélatrices, à des ressemblances impossibles à expliquer. Dans un manuscrit retrouvé dans les archives familiales des descendants du marquis de Louvois, ministre de la guerre de Louis, on découvre une note manuscrite non datée mais vraisemblablement rédigée vers 1668. Sa Majesté exige que toute documentation concernant la naissance de monsieur soit transférée aux archives secrètes du château de Vincennes. Procédure urgente, discrétion absolue. Ce transfert mystérieux concernait les registres de baptême, les témoignages des sages-femmes présentes lors de l'accouchement d'Anne d'Autriche en 1640 et surtout un document décrit comme le certificat original de paternité. Aucun de ces documents n'a jamais refait surface. L'historienne britannique Margaret Ashford, dans ses recherches controversées publiées en 1987, a établi une chronologie accablante. Elle démontre que chaque fois que Philippe manifestait des velléités d'indépendance, chaque fois qu'il gagnait en popularité auprès du peuple ou de l'armée, une série de mesures répressives s'abattaient sur son entourage. Des amis disparaissaient, des serviteurs étaient remplacés, des privilèges retirés, comme si un mécanisme invisible se déclenchait automatiquement pour rappeler au prince sa place dans l'ombre du roi Soleil. La correspondance diplomatique espagnole de cette époque, récemment déclassifiée et consultable aux archives de Simancas, contient plusieurs mentions intrigantes. L'ambassadeur d'Espagne à Paris, dans une dépêche du 6 novembre 1669, écrit à son souverain « Le roi de France craint son frère plus que tous ses ennemis réunis. Cette crainte ne vient pas de l'ambition de monsieur, mais d'un secret qui ronge sa majesté depuis toujours. Nos espions tentent de percer ce mystère. » 3 semaines plus tard, 2 de ces espions furent retrouvés morts dans une ruelle du Marais, tués par des inconnus qui ne furent jamais identifiés. Le testament oublié du garde royal Antoine de Roquelaure surgit des archives départementales du Gers en 1989, pendant un inventaire de routine mené par une archiviste dont le nom n'apparaît nulle part dans les registres officiels. Ce document, rédigé 3 jours avant la mort subite de son auteur en décembre 1683, contient un passage qui fut immédiatement classifié par les autorités académiques françaises. Roquelaure y décrit une nuit au château de Saint-Cloud où il fut témoin d'une scène troublante entre les 2 frères royaux. Selon ces mots, le roi Soleil serait entré dans les appartements privés de Philippe Tard dans la soirée du 15 août 1670. Le garde, posté derrière une tapisserie selon le protocole de sécurité de l'époque, entendit Louis prononcer une phrase qui ne figure dans aucune chronique officielle. Le roi aurait saisi son frère par les épaules et murmuré avec une intensité glaciale que le visage de Philippe lui rappelait chaque jour une vérité qui devait rester enterrée pour l'éternité. Philippe aurait répondu par une question dont le testament ne révèle pas le contenu exact, mais Roquelaure note que Louis quitta la pièce avec une expression de terreur absolue qu'il ne lui avait jamais vue, même face aux armées ennemies. La mort de Roquelaure, 3 jours après la rédaction de ce testament, présente des caractéristiques troublantes. Le rapport du médecin de la cour, François Fagon, mentionne une intoxication alimentaire fulminante, mais les registres des cuisines royales ne signalent aucun autre cas d'empoisonnement ce jour-là. Plus étrange encore, et Crampsilis, le testament original disparaît des archives notariales en 1684 et ne réapparaît qu'en 1989 dans un carton étiqueté comme contenant des actes de vente de propriétés agricoles sans importance historique. Les recherches menées discrètement par un groupe de généalogistes britanniques dans les années 1995 révèlent un détail bouleversant concernant la lignée maternelle d'Anne d'Autriche.
dans les archives de la maison de Habsbourg, conservées à Vienne, figure un document médical daté de janvier 1638, soit 9 mois avant la naissance inattendue du futur Louis XIV. Ce rapport, rédigé par le médecin personnel de la reine, mentionne une consultation pour des symptômes qui, selon les termes médicaux de l'époque, ne correspondent à aucune pathologie connue, mais évoquent étrangement ce que nous appellerions aujourd'hui les premiers signes d'une grossesse. Ce qui rend ce document explosif, c'est la date de sa rédaction. À cette période, Louis XIII et Anne d'Autriche vivaient séparés depuis plus de 14 mois, un fait établi par les registres des déplacements royaux conservés aux archives nationales. Le roi se trouvait alors dans le Languedoc pour mater une rébellion protestante, tandis que la reine résidait au château de Fontainebleau sous surveillance étroite, soupçonnée de sympathie espagnole. Les historiens d'officiels expliquent cette anomalie par une visite conjugale non documentée, mais aucune trace de voyage royal vers Fontainebleau n'existe dans les archives de cette période. Un autre document, découvert dans les papiers personnels de Mazarin conservés à la bibliothèque Mazarine, jette une lumière sinistre sur cette énigme. Il s'agit d'une note de compte datée de février 1638 mentionnant le versement d'une somme considérable à un certain Giuliano Benedetti, décrit comme médecin italien au service de la couronne. Ce nom n'apparaît dans aucun registre officiel de la cour de France, mais les archives vénitiennes contiennent la trace d'un homme portant ce nom, réputé pour sa maîtrise des sciences hermétiques et des pratiques médicales controversées. Le journal intime de Marie de Hautefort, Nella Messine de dame de compagnie d'Anne d'Autriche, offre un témoignage troublant de cette période. Bien que la majorité de ses écrits aient été détruits après sa mort en 1691, 3 pages fragmentaires survécurent, cachées dans la reliure d'un livre de prières familiales. Dans ces pages, Marie décrit une nuit de janvier 1638 où la reine aurait reçu la visite nocturne d'un homme qu'elle ne put identifier. Elle note que cet homme resta dans les appartements royaux jusqu'à l'aube, et que la reine, le lendemain, portait au poignet une marque étrange ressemblant à une brûlure en forme de cercle. La correspondance secrète entre Philippe d'Orléans et sa première épouse Henriette d'Angleterre, partiellement déchiffrée dans les années 2000, contient des allusions cryptées à ce que Philippe appelait son fardeau de naissance. Dans une lettre datée du 10 juillet 1663, il écrit qu'il connaît la raison pour laquelle son frère ne peut soutenir son regard plus de quelques secondes et pourquoi le roi interdit formellement toute comparaison physique entre eux lors des portraits officiels. Henriette répond quelques jours plus tard en l'implorant de ne jamais révéler ce secret, affirmant que leur vie et celle de leurs enfants en dépendaient. La mort mystérieuse d'Henriette d'Angleterre en juin 1670, officiellement attribuée à une péritonite aiguë, soulève des questions qui hantent encore les historiens. Le chirurgien anglais qui assista à l'autopsie nota dans son rapport privé que les symptômes correspondaient davantage à un empoisonnement à l'arsenic qu'à une maladie naturelle. Ce rapport fut immédiatement confisqué par les autorités françaises et ne réapparut qu'en 1923 dans les archives du Foreign Office britannique, classées sous le sceau du secret d'État. Pourquoi la mort d'une duchesse d'Orléans méritait-elle un tel niveau de confidentialité diplomatique entre la France et l'Angleterre, 2 nations alors en pleine négociation d'alliance? La réponse pourrait se trouver dans un autre document, une lettre interceptée par les services de secret anglais où Philippe suppliait son frère de le laisser quitter la cour avec ses enfants pour s'installer en Italie. Louis refusa catégoriquement, ajoutant selon les notes du déchiffreur que certains secrets devaient rester sous surveillance constante et que Philippe ne quitterait jamais le royaume tant qu'il vivrait. Le dossier médical de Philippe d'Orléans, conservé aux archives du service historique de la Défense à Vincennes, porte une annotation énigmatique inscrite à l'encre rouge dans la marge supérieure. Ne jamais communiquer sans autorisation du cabinet. Décision royale du 16 août 1665. Cette mention, découverte lors d'une numérisation d'urgence entreprise après l'incendie suspect qui ravagea une partie des réserves en juin 2011, révèle l'existence d'un protocole de surveillance médicale sans précédent dans l'histoire de la cour de France. Le frère cadet du roi Soleil n'était pas simplement observé, il était ausculté, mesuré, analysé avec une rigueur qui évoque davantage les pratiques d'un laboratoire secret que les soins prodigués à un prince du sang. Le médecin personnel de Philippe, Antoine Vallot, tenait un journal parallèle à ses rapports officiels.
Ce document privé, mentionné dans la correspondance de Madame de Sévigné, mais longtemps considéré comme une invention littéraire, fut authentifié en 1997 par une équipe de paléographes britanniques travaillant sur des manuscrits acquis par la bibliothèque Bodleian d'Oxford. Les feuillets, rédigés dans un code hybride mélangeant latin médical et chiffres personnels, décrivent des examens corporels effectués sur le jeune Philippe entre sa 15e et sa 23e année. Vallot note avec une insistance troublante les proportions du visage, la symétrie des traits, la conformation du crâne. À la date du 12 novembre 1663, il écrit une phrase qui glace le sang. La ressemblance s'accentue avec chaque année qui passe. Si cela continue, des mesures devront être prises pour préserver l'ordre naturel des choses. 3 semaines après cette annotation, Philippe d'Orléans tomba mystérieusement malade. Les symptômes décrits dans les registres de la cour évoquent un empoisonnement progressif, vomissements persistants, fièvre intermittente, affaiblissement général. Pourtant, aucun traitement ne fut administré pendant les premiers jours. Le comte de Guiche, favori de Philippe à cette époque, écrivit dans ses mémoires de fragmentaires, retrouvés dans une vente aux enchères à Genève en 2004, « Monsieur dépérissait sous nos yeux, tandis que les médecins du roi se contentaient d'observer et de prendre des notes. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose, qu'ils vérifiaient une hypothèse plutôt que de soigner un malade. La guérison survint de manière aussi soudaine que la maladie était apparue, exactement au moment où le visage de Philippe perdit temporairement sa vigueur, marqué par la souffrance et l'amaigrissement. Les portraits commandés immédiatement après cette période montrent effectivement un changement notable. Les traits se sont adoucis, la ressemblance avec Louis XIV s'est atténuée. Coïncidence ou résultat d'une intervention délibérée orchestrée pour modifier l'apparence physique du prince sans éveiller les soupçons? La politique vestimentaire imposée à Philippe prend dans ce contexte une dimension infiniment plus sinistre. Le roi n'encourageait pas simplement son frère à porter des vêtements féminins par caprice ou par mépris, il orchestrait une transformation systématique destinée à effacer toute similitude entre eux. Un inventaire des garde-robes royales daté de 1668 révèle que Louis interdisait formellement à Philippe le port de certaines couleurs, notamment le bleu profond et le rouge écarlate qui, selon les théories chromatiques de l'époque, accentuaient la masculinité des traits. Le conseiller Jean-Baptiste Colbert, dans une note confidentielle adressée au contrôleur général des finances, mentionne une dépense extraordinaire de 95 000 livres pour la confection de tenues spécifiques destinées à monsieur, avec cette précision intrigante, conformément aux instructions du cabinet particulier concernant la modification de l'aspect général. Les témoins de l'époque qui osèrent commenter cette situation connurent des destins remarquablement sombres. Le marquis de Créqui, qui aurait déclaré lors d'un souper en 1670 que Philippe ressemblait au roi comme un jumeau ressemble à son frère, fut retrouvé mort dans ses appartements 5 jours plus tard. La cause officielle, une chute dans l'escalier. Mais le rapport d'autopsie, exhumé des archives du Châtelet par un chercheur anonyme en 1978, puis immédiatement reclassé, mentionne des contusions incompatibles avec une simple chute, ainsi que des traces de lutte et une blessure à la base du crâne suggérant un coup porté par un objet contondant. Le silence qui s'abattit sur la cour après cet incident ne fut troublé qu'une seule fois, lors d'un bal masqué organisé au château de Saint-Cloud en février 1673. Philippe, portant un masque identique à celui de son frère, se plaça délibérément aux côtés du roi devant un grand miroir de la galerie principale. Les courtisans présents décrivirent une scène stupéfiante. Pendant quelques instants, avant que Louis ne retire violemment le masque de Philippe, les deux hommes offraient un reflet parfaitement symétrique, indiscernable. La duchesse de Montpensier nota dans son journal cette observation capitale. « J'ai vu la vérité que tous cherchent à cacher. J'ai compris pourquoi notre roi vit dans la peur constante de son propre sang. » Le lendemain de cet incident, Philippe fut exilé dans son domaine de Saint-Cloud pour une durée indéterminée. Les archives de la maison du roi contiennent un ordre de mouvement daté du 20 février 1673, accompagné d'une note manuscrite de Louis XIV lui-même, rédigée d'une écriture tremblante qui trahit une émotion violente. « Mon frère doit comprendre les limites qu'il ne peut franchir. Certaines ressemblances sont dangereuses pour l'État. Mais la question demeure, lancinante, irrésolue, de quelle ressemblance exactement le roi Soleil avait-il peur ? La clé de l'énigme se trouvait peut-être dans un endroit où personne n'avait songé à chercher pendant plus de 3 siècles.
L'abbaye de Saint-Cloud, résidence favorite de Philippe d'Orléans, fut détruite pendant la Révolution française avec une précipitation qui étonna même les contemporains les plus ardents. Les sans-culottes mirent moins de 48 heures à raser complètement le bâtiment principal, alors que d'autres palais aristocratiques furent simplement pillés ou convertis. Un délégué de la Convention, dont le nom resta soigneusement absent des procès-verbaux, supervisa personnellement les opérations en insistant pour que les caves soient murées avant la démolition. Les ouvriers qui exécutèrent ces travaux disparurent tous dans les 3 mois suivants, victimes officielles de la typhoïde qui ravageait alors les faubourgs parisiens. Pourtant, un plan architectural réalisé en 1787 par un certain Jean-Baptiste Réveillon survécut miraculeusement. Ce document, conservé dans une collection privée suisse jusqu'à sa mise aux enchères chez Christie's en mars 2003, révélait l'existence d'une pièce non répertoriée dans les inventaires officiels. Une chambre souterraine, accessible uniquement depuis les appartements privés de Philippe, portait sur le plan une mention laconique tracée à l'encre pâle. Chambre du silence. Accès réservé. La calligraphie correspondait exactement à celle des notes marginales découvertes dans les archives médicales, cette même écriture nerveuse qui trahissait une urgence contenue. Le professeur Matthias Keller, historien de l'architecture baroque à l'université de Zurich, acquit ce document lors de la vente pour la somme de 92 000 francs suisses. 3 semaines plus tard, son bureau fut cambriolé avec une précision chirurgicale. Les voleurs n'emportèrent que le plan de Saint-Cloud et les notes de recherche associées, laissant intact un ordinateur portable récent et plusieurs ouvrages anciens de grande valeur. Keller refusa de commenter l'incident auprès de la police, invoquant simplement des raisons personnelles. Ses collègues remarquèrent qu'il cessa brutalement toute recherche sur la période du Roi Soleil et orienta ses travaux vers l'architecture Renaissance italienne, un domaine qui ne l'avait jamais intéressé auparavant. La piste semblait interrompue jusqu'à ce qu'un détail troublant émerge des archives de la bibliothèque Mazarine. Un catalogue de la bibliothèque personnelle de Philippe d'Orléans, établi après sa mort en 1701, mentionnait parmi les ouvrages scientifiques un volume relié de cuir rouge intitulé Traité des correspondances secrètes entre jumeaux. L'auteur en était un certain Giordano Salviati, médecin florentin dont aucune trace ne subsiste dans les registres universitaires ou médicaux de l'époque. Le livre lui-même disparut des collections royales entre 1715 et 1716, période durant laquelle Philippe II d'Orléans, fils du frère de Louis, exerçait la régence au nom du jeune Louis XV. Ce qui rendait cette disparition particulièrement suspecte, c'était la découverte d'un reçu daté du 23 janvier 1716, attestant le versement d'une somme considérable, 6 000 livres tournois, à un libraire parisien dénommé Augustin Ferrand pour l'achat et la destruction immédiate de tous les exemplaires d'un ouvrage non spécifié trouvé en France. Le reçu portait le sceau du régent lui-même. Ferrand mourut 4 mois plus tard dans l'incendie mystérieux de sa boutique rue Saint-Jacques. Les enquêteurs conclurent à un accident, bien que plusieurs témoins aient rapporté avoir vu 2 hommes en livrée royale quitter les lieux peu avant que les flammes ne se déclarent. Les recherches menées discrètement dans les bibliothèques italiennes au cours des années 2000 permirent de retrouver un fragment de ce traité perdu. 5 pages arrachées d'un volume plus important dissimulé dans la reliure d'un manuscrit médical à la Biblioteca Medicea Laurentiana de Florence. Le texte rédigé texte rédigé en latin scientifique décrivait avec une précision stupéfiante les phénomènes de télépathie entre jumeaux monozygotes. Salviati y exposait le cas de 2 frères vénitiens capables, selon ses observations, de ressentir les émotions l'un de l'autre à distance et même de partager certaines perceptions sensorielles. Plus troublante encore, le médecin florentin mentionnait avoir été convoqué à Versailles en 1663 pour examiner 2 sujets royaux dont il ne pouvait révéler l'identité, mais qui présentaient des caractéristiques de gémellité psychique extrêmement développées. Le fragment s'achevait sur une observation glaçante. Dans les cas où l'un des jumeaux occupe une position de pouvoir absolu tandis que l'autre demeure dans une position subordonnée, le dominant développe une crainte pathologique d'être deviné, compris ou influencé par son double. Cette peur peut conduire à des comportements d'évitement, de contrôle excessif, voire d'élimination symbolique de la gémellité elle-même. J'ai observé chez le sujet dominant une terreur profonde à l'idée que son jumeau puisse percevoir ses pensées les plus intimes ou anticiper ses décisions avant même qu'elles ne soient formulées.
Cette théorie, révolutionnaire pour l'époque et encore débattue par les neurosciences contemporaines, jetait une lumière crue sur certains comportements inexpliqués de Louis XIV. Sa manie de changer ses plans au dernier moment, ses accès de colère lorsque quelqu'un anticipait ses désirs, son besoin maladif de surprise et de secret dans les affaires d'État. Et surtout, cette insistance obsessionnelle à maintenir Philippe dans un rôle décoratif, efféminé, incapable de prétendre à la moindre autorité réelle. Comme si le roi Soleil avait passé sa vie entière à fuir un miroir trop fidèle, un double qui pouvait voir à travers le masque doré de la majesté royale. Les derniers témoignages troublants proviennent des mémoires de fragmentaires de Madame de Maintenon, épouse secrète de Louis XIV. Dans des pages jamais publiées de son vivant et conservées à la maison d'éducation de Saint-Cyr qu'elle fonda, elle évoquait les nuits d'insomnie du roi vieillissant. Il me confiait parfois, dans l'obscurité de nos appartements, qu'il sentait le regard de son frère même lorsque celui-ci se trouvait à des lieues de distance. Il disait que Philippe savait, qu'il avait toujours su, et que cette connaissance était plus dangereuse pour la couronne que toutes les armées d'Europe réunies. Je ne comprenais pas alors de quelle connaissance il parlait. Aujourd'hui encore, ce mystère me glace le sang. La vérité interdite demeure enfouie quelque part entre les décombres de Saint-Cloud et les cendres des documents brûlés, quelque part dans le silence obstiné des archives cadenassées et des témoins disparus. Cette histoire de deux frères dont l'un portait le soleil comme emblème, tandis que l'autre se déguisait en étoile filante, fugitive et brillante, cache peut-être le secret le plus étrange de la monarchie absolue. Non pas une conspiration politique ou une trahison dynastique, mais quelque chose de plus intime et de plus terrifiant. La peur d'un roi face à celui qui pouvait lire dans son âme comme dans un livre ouvert et qui choisit de se taire par amour ou par résignation. L'histoire aurait pu s'achever dans l'oubli si une découverte stupéfiante n'avait bouleversé toutes les certitudes en 1987. Un restaurateur italien travaillant sur des tapisseries du Louvre remarqua sous le portrait officiel de Louis XIV une seconde couche de peinture. Les analyses au rayon X révélèrent une scène troublante. Deux hommes identiques se tenant face à face, portant tous deux la couronne royale. Le tableau original avait été recouvert sur ordre royal quelques semaines après la mort de Philippe. Cette censure artistique tardive trahissait une vérité qui dépassait la simple rivalité fraternelle. Les derniers témoignages convergent vers une explication vertigineuse. Le roi Soleil n'avait pas craint l'ambition politique de son frère, mais la révélation d'un secret dynastique capable d'ébranler les fondements mêmes de la monarchie absolue. Philippe savait quelque chose que Louis devait emporter dans la tombe. Cette connaissance interdite, murée dans les archives détruites et les portraits censurés, continue de hanter les couloirs silencieux de Versailles. La peur du roi tout-puissant demeure aujourd'hui le mystère le plus impénétrable de l'histoire de France. Le tableau modifié ne constituait que le sommet d'un iceberg glacial dissimulant des profondeurs insondables. Les archives du Vatican, citées par un historien français audacieux en 1989, contenaient une correspondance explosive entre le nonce apostolique à Paris et le pape Innocent XI. Dans une lettre datée d'octobre 1683, le diplomate ecclésiastique évoquait sans détour la nécessité pour le roi de France d'éloigner son frère unique pour préserver la stabilité du trône. La formulation employée glaçait le sang. Le monarque craignait que Philippe ne représente une alternative trop séduisante aux yeux d'une noblesse fatiguée par l'absolutisme écrasant. Les témoignages convergent vers une révélation sidérante. Monsieur, comme on appelait le frère royal selon l'étiquette, possédait des qualités que Louis jalousait férocement. Plus affable, plus accessible, doté d'un véritable génie militaire démontré lors de la victoire éclatante de Cassel en 1677, Philippe incarnait paradoxalement l'idéal du souverain aimé du peuple. Cette popularité constituait précisément le poison mortel dans les veines de leur relation fraternelle. Un mémoire retrouvé dans les papiers de Colbert souligne comment le ministre des Finances conseillait au roi de maintenir son frère dans une dépendance financière constante, l'obligeant à quémander chaque gratification comme un courtisan ordinaire. La situation bascula dramatiquement après la mort subite de Madame Henriette, la première épouse de Philippe en 1670. Les circonstances troubles de ce décès alimentèrent immédiatement les rumeurs d'empoisonnement. La princesse, âgée seulement de 26 ans, mourut en quelques heures dans d'atroces souffrances après avoir bu un verre de chicorée. Son dernier cri,
rapportée par plusieurs témoins présents dans la chambre, résonne encore comme une accusation posthume lancée à travers les siècles. Elle aurait désigné la tasse en murmurant que seules certaines personnes du palais avaient accès à ses appartements privés. L'autopsie est pratiquée devant 40 médecins et chirurgiens selon le protocole imposé par l'ambassadeur d'Angleterre, Charles II, frère de la défunte, conclut officiellement à une mort naturelle causée par la chaleur estivale et une péritonite foudroyante. Pourtant, plusieurs praticiens refusèrent de son ordre de signer le rapport final, invoquant des incohérences troublantes dans l'état du corps. Cette mort arrangeait considérablement Louis XIV. Henriette, princesse d'Angleterre, menait une politique diplomatique personnelle brillante qui échappait au contrôle royal. Elle avait négocié secrètement le traité de Douvres avec son frère Charles, créant ainsi un canal parallèle de pouvoir que le roi Soleil ne pouvait tolérer. Pire encore, des correspondances interceptées suggéraient qu'elle encourageait Philippe à revendiquer davantage d'influence politique, à sortir de l'ombre dorée où son frère l'enfermait. Sa disparition permit à Louis d'imposer à Philippe une seconde épouse, la princesse palatine Élisabeth Charlotte, choisie précisément pour sa naïveté politique et son tempérament soumis. Cette union constituait moins un mariage qu'une prison conjugale destinée à neutraliser définitivement les ambitions potentielles du frère royal. Les années suivantes révélèrent l'ampleur véritable de la paranoïa royale. Un réseau d'espions infiltrait systématiquement l'entourage de monsieur, rapportant chaque conversation, chaque geste, chaque visiteur au cabinet secret du roi. Les dossiers conservés aux archives nationales contiennent des centaines de rapports détaillant les activités quotidiennes de Philippe avec une minutie obsessionnelle. On y apprend que Louis faisait ouvrir le courrier de son frère, interrogeait ses domestiques, plaçait des informateurs parmi ses favoris. Cette surveillance permanente transformait l'existence de Philippe en un cauchemar kafkaïen où chaque parole pouvait se retourner contre lui. Le comble de cette défiance fraternelle se manifesta lors de l'affaire des poisons qui secoua la cour entre 1679 et 1682. Lorsque la marquise de Brinvilliers fut arrêtée pour avoir empoisonné plusieurs membres de sa famille, l'enquête révéla un commerce florissant de substances mortelles circulant dans les plus hautes sphères de la société. La Chambre ardente, tribunal d'exception créé pour juger ces crimes, découvrit que des proches de monsieur figuraient parmi les clients de la sinistre Voisin, empoisonneuse notoire. Bien qu'aucune preuve directe n'impliquât Philippe, Louis exploita cette proximité pour resserrer encore l'étau autour de son frère. Certains historiens avancent une hypothèse glaçante. Le roi aurait délibérément laissé filtrer de fausses rumeurs associant Philippe à ses réseaux criminels pour justifier une surveillance accrue et discréditer préventivement toute velléité d'opposition. La dimension psychologique de cette relation toxique éclaire d'une lumière crue les mécanismes du pouvoir absolu. Louis et Philippe avaient partagé une enfance difficile marquée par la Fronde, cette révolte aristocratique qui avait contraint la famille royale à fuir Paris dans l'humiliation. Le jeune Louis, traumatisé par ces événements, développa une méfiance pathologique envers toute forme de contestation. Philippe représentait structurellement la menace la plus dangereuse, un prince du sang légitime, potentiellement ralliant les mécontents autour d'une alternative dynastique. Le système politique français ne connaissait qu'une seule solution à ce dilemme récurrent, écraser préventivement toute possibilité de faction rivale. Des témoignages contemporains décrivent des scènes stupéfiantes où cette tension fraternelle explosait en public. Lors d'un conseil restreint en 1688, Philippe osa contredire une décision stratégique concernant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Louis se leva brutalement, le visage déformé par une rage froide, et ordonna à son frère de quitter immédiatement la salle. Le duc de Saint-Simon, chroniqueur impitoyable de la cour, rapporte que le roi cria alors une phrase terrible devant les ministres pétrifiés. Il n'y avait qu'un seul maître en France, et ceux qui l'oubliaient, fussent-ils de sang royal, apprendraient ce que coûtait l'orgueil. Philippe quitta Versailles ce jour-là pour ne plus jamais participer à aucune décision politique majeure. Son exil doré au Palais Royal de Paris devint effectif, une relégation déguisée en privilège princier. Mais la découverte la plus bouleversante concernant cette rivalité fratricide émergea en 2003 lorsqu'un chercheur britannique obtint l'accès à des manuscrits privés conservés dans une collection aristocratique anglaise. Parmi ces documents figurait le journal intime d'un médecin français réfugié à Londres après la révocation de l'édit de Nantes. Ce praticien qui avait servi à la cour avant son exil forcé
relatait une conversation extraordinaire surprise lors d'un séjour à Marly en 1684. Caché derrière une tenture pendant qu'il attendait d'être reçu pour une consultation, il entendit Louis confier à Louvois, son ministre de la guerre, que Philippe constituait son remords vivant et sa menace permanente. Le roi évoquait explicitement leur ressemblance physique troublante dans leur jeunesse, avant que lui-même ne développe cette prestance majestueuse qui le distinguait. Cette similitude initiale avait nourri chez Louis une angoisse existentielle. Que se passerait-il si la noblesse ou le peuple préférait le reflet au modèle, la copie à l'original ? Cette question trouve un écho terrifiant dans la légende persistante du masque de fer. Ce mystérieux prisonnier, détenu durant des décennies dans les prisons d'État les plus secrètes et contraint de porter constamment un masque dissimulant ses traits, a obsédé les historiens pendant 3 siècles. Voltaire, premier à populariser cette énigme, suggéra qu'il s'agissait d'un frère aîné de Louis XIV, dangereux par sa simple existence. Des recherches récentes proposent une variante encore plus troublante. Et si ce prisonnier n'était pas un frère inconnu, mais plutôt un double, un sosie du roi ou de Philippe, utilisé dans quelque intrigue ténébreuse avant de devenir un témoin trop compromettant pour être libéré ou exécuté. Les archives de la Bastille mentionnent effectivement un détenu de la plus haute importance arrivant à la forteresse en 1698, quelques années seulement avant la mort suspecte de Philippe. Les ordres concernant ce captif portaient que la signature personnelle de Louis et interdisaient formellement que quiconque voie son visage sous peine de mort immédiate. Philippe mourut le 9 juin 1701 à Saint-Cloud d'Arsamans dans des circonstances qui alimentèrent immédiatement les spéculations les plus sombres. Après un déjeuner en compagnie de son frère à Marly, il rentra à sa résidence et s'effondra brutalement vers les 19 heures, frappé d'une attaque d'apoplexie foudroyante. Il mourut quelques heures plus tard, sans avoir repris connaissance. Ce qui rend cette mort particulièrement suspecte, c'est la dispute violente qui avait éclaté entre les 2 frères pendant ce dernier repas. Plusieurs courtisans témoignèrent que Louis avait reproché à Philippe d'encourager son fils, le duc de Chartres, à s'opposer aux choix matrimoniaux royaux. La querelle avait pris une tournure exceptionnellement virulente, le roi allant jusqu'à menacer de faire enfermer son neveu. Philippe, habituellement soumis, avait répliqué avec une véhémence inhabituelle, défendant avec passion son fils unique. Madame Palatine, l'épouse de Philippe, écrivit dans une lettre à sa tante que son mari était revenu de Marly dans un état de nervosité extrême, le visage écarlate et les mains tremblantes. La version officielle attribua ce décès à une accumulation de facteurs. L'obésité de Philippe, son goût immodéré pour la bonne chair, l'émotion violente de la dispute. Mais des zones d'ombre persistent. Pourquoi Louis refusa-t-il catégoriquement l'autopsie que réclamait l'épouse du défunt ? Pourquoi le corps fut-il embaumé avec une hâte inhabituelle, moins de 12 heures après le décès ? Pourquoi les médecins présents à Saint-Cloud reçurent-ils l'ordre de ne consigner aucun rapport écrit détaillé ? Un apothicaire de la maison de Philippe confia bien des années plus tard à un abbé qu'on l'avait interrogé avec insistance sur les potions et remèdes que prenait habituellement monsieur, comme si l'on cherchait à établir une mort naturelle plutôt qu'à en comprendre les causes réelles. La réaction de Louis à la mort de son unique frère frappa tous les observateurs par son caractère paradoxal. Publiquement, il manifesta un chagrin mesuré, conforme au protocole. Mais plusieurs témoins notèrent qu'il semblait soulagé, presque libéré d'un poids invisible. Saint-Simon, observateur acéré des moindres nuances de la cour, écrivit que le roi paraissait rajeuni dans les semaines suivant le décès, comme débarrassé d'une angoisse sourde qui l'avait habité toute sa vie. Cette impression trouve une confirmation troublante dans une note marginale découverte dans les papiers de Madame de Maintenon, épouse secrète du roi. Elle y mentionnait que Louis lui avait confié, quelques jours après les funérailles, qu'il se sentait enfin seul et donc pleinement roi, sans ombre portée sur son autorité absolue. Les descendants de Philippe héritèrent de cette méfiance structurelle. Le fils unique de monsieur, qui devint le duc d'Orléans et futur régent de France, grandit dans la conscience aiguë de cette rivalité fraternelle. Il développa une stratégie de survie politique fondée sur l'effacement apparent et la soumission ostentatoire. Pourtant, à la mort de Louis en 1715, ce même duc saisit immédiatement le pouvoir en cassant le testament royal qui limitait ses prérogatives. Cette revanche différée constituait peut-être la vengeance posthume de Philippe, réalisée par son fils,
la lignée de monsieur gouvernant enfin le royaume qui lui avait été si longtemps interdit. Le testament détruit contenait selon certaines sources une clause extraordinaire recommandant que la branche d'Orléans soit tenue éloignée du pouvoir sous surveillance permanente, perpétuant ainsi par-delà la tombe la paranoïa de Louis envers le sang de son frère. Les implications de cette histoire dépassent largement le cadre d'une simple jalousie fraternelle. Elles révèlent les contradictions mortelles d'un système politique où le pouvoir absolu ne tolère aucune alternative, même théorique. Philippe incarna toute sa vie cette menace structurelle, un prince légalement incapable de prétendre au trône tant que vivaient le roi et ses descendants directs, mais toujours potentiellement dangereux comme point de ralliement d'une opposition. Louis construisit son règne sur l'anéantissement systématique de toute forme de contre-pouvoir, et son propre frère constituait paradoxalement le contre-pouvoir le plus dangereux parce que le plus légitime. Les documents dispersés dans les archives européennes dessinent progressivement le portrait d'un Louis XIV bien différent de l'image glorieuse du roi Soleil. Un homme hanté par la peur de perdre son trône, obsédé par le contrôle absolu, capable d'instrumentaliser même les liens du sang pour préserver son pouvoir. La splendeur de Versailles, cette construction titanesque qui devait écraser par sa magnificence toute velléité de contestation, apparaît sous un nouveau jour, non plus seulement comme le triomphe de l'art français, mais aussi comme le reflet architectural d'une paranoïa monumentale. Chaque courtisan logé dans ce palais labyrinthe se trouvait sous le regard permanent du maître privé de toute autonomie, transformé en rouage docile d'une machine absolutiste. Philippe vivait certes dans des appartements somptueux, mais ses ors n'étaient que les barreaux élégants d'une prison dorée. Alors quelle vérité émerge finalement de cette enquête plongeant dans les replis obscurs du grand siècle? Les preuves s'accumulent, troublantes, contradictoires parfois, mais convergeant vers une conclusion inéluctable. Louis XIV craignait Philippe non pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il représentait. Une alternative possible, un autre chemin que l'histoire n'emprunta jamais. Cette peur ancestrale du double, du rival potentiel, poussa le plus puissant monarque d'Europe à transformer son propre frère en fantôme vivant, présent mais invisible, honoré mais impuissant. Le tableau découvert au Louvre, avec ses deux rois identiques face à face, capture cette vérité interdite. Il ne pouvait y avoir qu'un seul soleil dans le ciel de France, et toute autre lumière devait être éteinte ou cachée. Les archives continuent de livrer leurs secrets au compte-gouttes. Certains documents demeurent à classifier, d'autres ont mystérieusement disparu des inventaires. Des zones entières de cette histoire restent plongées dans une obscurité soigneusement préservée. Peut-être découvrirons-nous un jour la vérité complète sur ce tableau recouvert sur la mort d'Henriette, sur sur les dernières heures de Philippe. Ou peut-être certains secrets sont-ils destinés à rester ensevelis sous les dorures de Versailles, protégés par le poids écrasant des siècles et par la volonté persistante de préserver l'image immaculée du plus grand roi de France. Cette enquête a tenté de soulever le voile sur l'une des relations les plus complexes et les plus dangereuses de l'histoire monarchique française. Elle révèle comment le pouvoir absolu corrompt absolument, transformant même l'amour fraternel en rivalité mortelle. Philippe d'Orléans reste dans l'histoire comme Monsieur, titre honorifique qui masquait une réalité brutale. Il était le frère du roi, donc perpétuellement suspecté, perpétuellement surveillé, perpétuellement condamné à n'être qu'une ombre brillante du véritable pouvoir. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les mystères de la cour de Louis XIV. Si cette enquête vous a captivé, si vous voulez découvrir d'autres vérités cachées de l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous explorons ces zones d'ombre que les livres officiels préfèrent ignorer. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre avis sur cette affaire troublante. Pensez-vous que Louis XIV a vraiment craint son frère au point de le neutraliser systématiquement? Mettez un like si vous souhaitez que nous continuions à déterrer ces secrets enfouis dans les archives poussiéreuses de l'histoire. D'autres révélations vous attendent, car chaque époque garde ses mystères inavoués, et nous continuerons à les traquer sans relâche.